Bonjour chers auditeurs et chères auditrices et bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast Génération Désenchantée. Aujourd'hui je suis en compagnie de Lou et Amine. Bonjour. Hello. Donc aujourd'hui nous allons débattre et discuter autour de deux sujets que nous vous présenterons ensuite. Mais avant tout je vais vous laisser vous présenter un petit peu, dire votre âge, d'où vous venez, tout ça. Qui commence, c'est comme vous voulez. Lou. Moi, c'est Lou, du coup. Je suis en deuxième année ici à Sciences Po. Je viens de Lille. Je fais partie de l'association Amnesty au pôle trésorerie et événements. Et je suis au pôle souvenirs du bureau des étudiants aussi. Ok, trop bien. À toi. Donc, bonjour, moi je m'appelle Amine, je suis pareil comme Lou en deuxième année à Sciences Po Saint-Germain. J'ai 19 ans, je viens de Paris, du 15e, au présente. Et cette année, je suis président de l'association des rencontres de Sciences Po qui se charge d'inviter des personnalités de différents spectres à l'IEP pour produire de bonnes conférences. Et voilà. Ok, super. Alors du coup, pour un peu plus vous connaître, je vais faire comme la dernière fois, poser quelques questions. Alors vous aurez aussi le droit à un joker, donc vous pouvez ne pas répondre à une seule des questions si vous le souhaitez, c'est pas obligatoire. C'est tout. Donc commençons avec la première question. Quelle est votre série préférée ? C'est bien, ça me permet de faire la promo. C'est une série qui s'appelle Warrior. Donc ça parle de... C'est une série d'action, hein, c'est des arts martiaux. Donc c'est à San Francisco en 1870. Voilà, c'est des affaires de gangs, de criminels. C'est un peu le Peaky Blinders asiate à San Francisco. Okay. C'est très sympa, c'est très bien écrit. Et voilà, les personnages sont bien développés. Et c'est pas très connu, du coup j'aime bien la mettre en valeur. Ouais. Ça fait depuis 2019, il y a 3 saisons, donc n'hésitez pas, c'est vachement sympa. Une qui m'a le plus marquée, je dirais, c'est... Depuis que je regarde des séries, en fait, c'est la série sur Arte qui s'appelle En Thérapie. Oh oui. Et je trouve que c'était super. Et en fait, souvent, quand on pense à des séries, je sais pas, je trouve qu'on n'y pense pas beaucoup. Qui t'a beaucoup marqué. Ouais. J'ai regardé avec ma mère et ma soeur. Ouais, parce que j'ai trouvé que ça parlait à la fois de sujets de société, de problématiques qui pouvaient être personnelles. J'ai trouvé ça... Ouais. Et la réalisation est top. Ok. Donc voilà. Alors, deuxième question, quelle est votre plus grande peur ? Tu demandes à l'anxieux de service, là. Une seule. Ma plus grande peur, honnêtement, ça va être assez général, hein, c'est juste, pourquoi pas, de pas s'épanouir, entre guillemets, quoi, de pas arriver à trouver quelque chose qui te pousse à lever le matin, de pas avoir de passion. C'est pas le cas en ce moment, hein, Dieu merci, mais voilà, quoi, c'est un peu des peurs existentielles comme ça, de se sentir perdu. Moi, je dirais que c'est la peur de mal faire tout le temps. Enfin, genre tout le temps, non, c'est pas tout le temps, mais je veux dire, ma plus grande peur, ce serait de... Mais donc, c'est tellement général, en fait, mais ouais. Alors, troisième question, ça c'est une question qu'on avait déjà posée. Quel est le rêve qui vous tient le plus à cœur de réaliser ? C'est votre petit, grand rêve. Tu poses de super questions. Allez-y. Moi, ça va être assez général. Je sais pas si on peut qualifier ça de rêve, mais donner un sens au quotidien. C'est-à-dire trouver un métier qui fait que tous les jours ça a un sens et que on se retourne pas dans des années en se disant tiens, est-ce que en fait ça a du sens ce que je fais ? Et je sais pas si c'est un rêve parce que finalement c'est assez atteignable. Oui, c'est un métier où tu pourrais t'épanouir à 100%. Oui, voilà. Ok, c'est un rêve. On ne juge pas les rêves. Moi, ça tient sur une ligne, hein, c'est de devenir écrivain. En fait, ça a toujours été ce que je veux faire depuis que je suis tout petit, de pouvoir écrire des romans, pourquoi pas d'en vivre même. Donc, j'ai toujours voulu faire ça et en soi, c'est un rêve assez simple, mais que j'ai et qui me motive depuis déjà bien des années et que je vais essayer de réaliser, pourquoi pas. Ok, trop bien. Alors, on arrive à la toute dernière question. Pourquoi vous avez choisi Sciences Po et pourquoi Sciences Po Saint-Germain-en-Laye pour vos études ? En fait, je savais pas vraiment quoi faire et je trouvais que ça restait assez général. J'avais essayé le concours en terminale et c'était l'année en distanciel. Donc ça avait été... Enfin, j'avais échoué. Parce que puis j'avais pas bien préparé et tout. Bref, je m'étale de fou. Et du coup, après, j'ai fait une prépa. Et voilà, parce qu'en fait, je visais quelque chose qui restait assez général et je trouvais que je me fermais pas de porte. Parce qu'aussi, c'est ce qu'on sait de Sciences Po. Je veux dire, c'est communément admis que ça ouvre quand même pas mal de portes. Donc voilà. Pour moi, alors moi c'est un peu particulier. Donc moi je suis en 2003 en fait. En sortant du bac, j'étais pas du tout dans le même cursus que Sciences Po. J'étais en prépa scientifique. Ok. En fait, MPSI, donc rien à voir. Et en fait, ça se passait plutôt bien niveau travail, niveau notes. Mais en fait, ça me plaisait pas.
Ça me plaisait pas du tout et justement cette question de trouver quelque chose qui te fait vibrer le matin, il n'y avait pas. Et donc un jour je me suis réveillé, je me suis dit je me barre, enfin je pars et j'essaie de trouver ma voie. Donc il y a eu une période d'oscillation janvier-février où je cherchais, je savais pas trop quoi. Je me suis remis un peu en question, j'ai cherché et je me suis rappelé de ce que j'aimais bien au lycée. Et je me suis dit tiens, pourquoi pas Sciences Po parce que ça s'en rapproche. Et donc voilà, j'ai passé le concours après, ça s'est bien passé. Et Sciences Po Saint-Germain parce que c'était proche de chez moi comme j'habite à Paris. Et voilà, nous voilà. Ok, donc revirement total Complètement, d'orientation. oui, oui. Ouais. C'est bien, j'aime bien ce qu'on Je entend sens que toujours ça va des être que ça témoignages. dans ma vie. Donc c'est... C'est super. On va donc passer au cœur du podcast avec les débats qui vont nous occuper aujourd'hui. Alors, le premier débat traitera de l'aide humanitaire, qu'on va essayer de traiter sur différents angles, sur le fait si est-ce qu'elle doit être inconditionnelle ou non, si elle est acceptable de tous les pays, et si c'est vraiment une obligation quasiment morale. En 2022, l'ONU a estimé que 274 millions de personnes dans le monde auraient besoin d'une aide d'urgence, qui n'est donc pas forcément apportée. C'est un nombre qui n'a jamais été aussi élevé et qui risque d'encore s'accentuer avec les nombreuses catastrophes naturelles qui ont lieu récemment et les conflits armés qui sont en train de se déclencher. L'aide humanitaire se définit par des grands principes qui sont l'humanité, l'impartialité, la neutralité et l'indépendance. Donc, l'objectif de cette aide humanitaire est de mener des actions pour répondre à certaines problématiques qui sont plus ou moins urgentes. Et ainsi, les ONG jouent un rôle vraiment crucial en temps de conflit ou non. Mais tout le monde n'est pas nécessairement d'accord sur les limites de leur mission et le fait que parfois elles ne seraient pas assez efficaces. Alors du coup, comme première question pour lancer ce débat, j'aimerais savoir, selon vous, jusqu'où vous pensez qu'elle devrait aller l'aide humanitaire et qui a la responsabilité de l'apporter ? Est-ce que ce serait que le rôle des ONG, des États ? Déjà, je pense qu'il y a une séparation à faire, comme tu l'as dit, entre aide humanitaire d'urgence et les ONG qui vont plus faire attention au respect des droits de l'homme. Et par exemple, l'Amnesty, c'est plus ça qui est... Enfin, c'est ce à quoi Amnesty veille, c'est à ce que le respect des droits de l'homme soit garanti. Et l'aide humanitaire d'urgence, ça va donc être plus porté au secours des populations qui sont en danger immédiat pour leur sécurité, leur sûreté. À mes yeux, c'est quand même une chose pour lesquelles on doit se féliciter d'avoir plus ou moins une gouvernance mondiale. Quand je dis gouvernance mondiale, j'entends l'ONU jusqu'à un certain degré et les organisations non gouvernementales, donc toutes les ONG, la Croix-Rouge, Amnesty, enfin voilà, tout ça. Puisque à certains degrés, il y a une sorte d'accord multilatéral, donc on réfléchit ensemble pour porter secours à des gens qui sont dans le besoin. Et donc tu l'as dit, 274 millions de personnes qui ont besoin d'aide, c'est énorme. Et voilà, je ne veux pas penser au malheur, mais des catastrophes, des conflits armés risquent de se reproduire, de se multiplier encore. Et donc en fait, cette aide humanitaire, elle va être de plus en plus nécessaire. C'est pas quelque chose dont on pourra se passer dans le futur. En fait, c'est quelque chose qui va nécessairement augmenter. Évidemment, si on parle aussi de la crise climatique, ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas ignorer et qui va devoir nous précipiter à agir. Donc jusqu'où elle doit aller, en fait, elle va forcément augmenter. Et qui doit s'en charger ? En fait, ça rejoint le premier propos de la question, c'est tous les acteurs possibles qui peuvent le faire, en fait. Mais ça, c'est vraiment dans une vision plus ou moins utopique et optimale de la situation, parce que des aides humanitaires, il y en a déjà beaucoup. Le problème, c'est qu'on ne sait pas où elles atterrissent. Par exemple, je prends l'exemple de la Syrie, on a envoyé des quantités d'aide monstrueuses à la Syrie, au peuple syrien, mais on ne sait pas ce que le régime syrien en fait, on ne sait pas vers qui l'argent va. En plus, l'aide humanitaire peut se manifester de différentes formes, ça peut être de l'argent, de la nourriture, plein de choses différentes. Donc il y a plein de paramètres à prendre en compte et justement essayer en fait d'apporter un vrai contrôle pour qu'en fait juste la finalité de l'aide humanitaire arrive à ceux qui en ont vraiment besoin, quoi. T'as bien résumé, je pense, différents enjeux et différentes échelles que ça peut se jouer, si tu veux ajouter quelque chose. Ouais, en même temps, tu parlais d'une aide humanitaire qui devait être indépendante. Et je pense que justement, pour rebondir sur la question de l'ONU, les intérêts des nations vont prendre le pas sur la question fondamentale de l'aide humanitaire à l'origine, qui est de savoir si est-ce que les populations sont en danger, en sécurité, ou si voilà, il y a une aide à apporter aux populations et non pas aux États et à leurs intérêts. Enfin, le problème pour moi de l'ONU, c'est notamment, par exemple, l'institution du Conseil de sécurité, elle a quand même quelque chose d'assez problématique parce qu'on va essayer
à une échelle internationale de répondre à des questions qui vont concerner des populations en particulier. Et il y a 5 pays qui ont le droit de s'opposer et de tout bloquer. de tout bloquer. Pourquoi est-ce que tous les États n'auraient pas la même voix déjà ? Je trouve que c'est un héritage qu'on a gardé et qu'on considère comme acquis et qui en fait pose un problème pour moi. Puis ça ferait une réaction assez rapide, en fait. Ça fait durer des délais, alors que souvent, c'est de l'urgence. Oui. Alors du coup, comme vous venez de dire, l'aide humanitaire est parfois un peu freinée par les complexités, un peu des relations entre pays et différents climats géopolitiques. Donc pour prendre un exemple vraiment au cœur de l'actualité, ce lundi, le gouvernement israélien a annoncé le siège complet de la bande de Gaza. Il affirme qu'il va priver la population de gaz, de nourriture, d'électricité, mais également d'eau potable. Sauf que du coup, l'enclave de Gaza se retrouve sans aide extérieure actuellement. Donc est-ce que vous pensez que les complexités géopolitiques, tout ça devrait être mises de côté lorsqu'on parle d'humanitaire, ou est-ce que ça reste quelque chose d'important et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi ? Dans l'aide humanitaire d'urgence, pour moi, la question fondamentale, c'est de savoir objectivement quelles sont les populations auxquelles il faut venir en aide. Et justement, indépendamment de ces questions-là, dans les principes fondateurs du Comité international de la Croix-Rouge, il me semble que c'est ça, il y a la question de l'impartialité et de l'universalité aussi. Oui, tout à fait. Et donc, c'est, peu importe l'identité des populations, en fait, l'aide humanitaire, elle doit intervenir et agir pour toutes les victimes. Et donc, dans ce cas, je pense que les questions de géopolitique, même si elles sont importantes à prendre en compte, dans le cadre de l'aide humanitaire, je pense qu'il faut répondre à la question du besoin des populations d'abord et avant tout. Donc plus d'universalistes et plus on met de côté les gens qui sont en danger, on leur vient en aide. Ok, très bien. Tu penses la même chose ? C'est utopique. Ouais, complètement. En fait, comme Lou l'a abordé, le souci avec la gouvernance mondiale et l'ONU, c'est que en fait, les pays, le terrain géopolitique et les désaccords vont forcément rentrer dans l'échiquier par rapport à l'aide humanitaire. Et à juste titre, tu as parlé de ce qui se passe sur la bande de Gaza et à Israël. Le souci, c'est que sur la bande de Gaza, il y a évidemment la présence de civils qui ne cherchent qu'à être tranquilles, en fait, qui ne cherchent qu'à vivre. Et pour des raisons qui leur échappent, ils se retrouvent privés de ce qui leur est vital. Et donc, à ce rythme-là, en fait, si on analyse la situation d'un point de vue objectif et qu'on prend ces civils-là en omettant leur statut, leur identité, leur ethnie, et la situation est critique. On parle de centaines de milliers de personnes, voire de millions, je ne sais pas combien ils sont, de personnes qui sont à l'heure actuelle, au moment où on parle, en train de souffrir et qui ont besoin de cette aide-là. Et le souci, c'est que beaucoup de pays ont affirmé leur soutien à Israël et donc en conséquence n'enverront pas d'aide si on suit leur logique, n'enverront pas d'aide et donc vont influencer d'autres pays à ne pas envoyer d'aide. Et donc, c'est certaines ONG qui vont devoir se retrouver à le faire. Mais pour pouvoir le faire, il faut un nombre incalculable de négociations. Et donc, ça va traîner en longueur et ça va s'épuiser. Et on rejoint ce que tu avais dit, le fait que des processus de décision hyper longs et hyper embellis de paroles et d'élucubrations qui n'ont aucun sens et qui vont faire en fait que la seule finalité, c'est que ces populations vont continuer à souffrir, alors qu'en réalité, on devrait juste faire abstraction de la situation géopolitique et d'éviter qu'elle meure, tout simplement. Ok. Bon, vous êtes quand même plutôt d'accord pour une intervention qui serait plus directe et donc plus universaliste. Oui, voilà, tu sais, juste, on arrive pas à la mer, on leur donne à boire, à manger, de quoi vraiment survivre et les bateaux repartent. Oui, quoi. ça, on devrait passer ça, quoi, tu vois, c'est... au-delà des conflits. Je sais que dit comme ça, c'est fondamentalement trop facile. Bien sûr. Ça reste possible, en fait. Ça le reste et on parle de la vie de personnes en danger qui n'ont rien fait. Tout à fait. Donc les populations avant... leurs dirigeants, parce qu'ils ne sont pas forcément de toute façon responsables Complètement. Des décisions politiques qui sont prises plus haut. Alors du coup, pour prendre un autre exemple qui peut-être vous mettra en désaccord, celui de l'Afghanistan, qui est tombé aux mains des talibans assez récemment. Donc à partir du moment où les talibans ont pris le pouvoir, toutes les aides humanitaires ont été coupées drastiquement, ce qui a mis la population dans une détresse vitale parfois et beaucoup de personnes en dessous du seuil de pauvreté. Mais le gouvernement taliban a quand même appelé, après le séisme qui a eu lieu ce samedi, à une aide humanitaire qui serait sans aucun parti pris politique, en fait, passer au-dessus des désaccords qu'il y a à l'international, parce qu'il y a actuellement 2000 morts qui sont évalués après ce séisme, et il y a beaucoup d'infrastructures et de services qui ont été coupés ou détruits. Et donc quelques ambulances des Nations Unies et de l'ONG Médecins Sans Frontières ont été envoyées, mais c'est largement insuffisant actuellement.
Donc, est-ce que vous pensez qu'on peut vraiment accepter de fournir une aide humanitaire à tous les pays sans forcément savoir où iront ces aides et où iront l'argent, ou est-ce que du coup il faut seulement apporter une aide matérielle directement à la population? Moi, je me souviens du début d'un film de guerre qui s'appelle La chute du Faucon Noir, qui parle de l'intervention américaine en Somalie, dans les années 93, en 93 très exactement. Et en fait, on voit de l'aide humanitaire provenant directement de la Croix-Rouge, sur lesquels les Somaliens, donc affamés, se ruent. En fait, on voit les miliciens, donc ceux qui étaient au pouvoir, tirer sur la population et dire en fait cette nourriture, elle est sous la propriété de, je crois qu'il s'appelait Farah Aidid, donc le chef de la milice, et vous y touchez pas. Et donc en fait, le souci c'est ça, c'est l'aide humanitaire, elle est en général dérobée par des gens, par un petit groupe d'individus en fait qui s'en servent, que ce soit des fonds, que ce soit de la nourriture, que ce soit pas même des médecins ou quoi, qui s'en servent et qui enlèvent à la population. Et donc l'idée, c'est qu'il faudrait qu'il y ait une arrivée humanitaire protégée, donc armée, qui viennent voir la population et qui disent vous les laissez tranquilles, on nourrit la population, on les aide, on s'assure que ça fonctionne, on s'assure que ça recommence à aller bien et qu'elle reste sur le terrain en fait. Et ça, c'est déjà le cas avec les casques bleus, mais on voit que dans plusieurs pays, c'est en déclin total en fait. Les casques bleus perdent le contrôle, l'évolution du pays va trop vite, il y a des changements de régime, c'est instable, la population continue de souffrir à chaque fois. Et donc en fait, pour terminer du coup sur l'exemple des talibans, là c'est vraiment c'est un vrai questionnement en fait. Est-ce qu'on essaye quand même d'envoyer de l'aide à la population en sachant que l'aide va probablement aller autre part, ou est-ce qu'on les laisse comme ça en se disant bon au moins on n'envoie pas de l'aide, on est sûr que rien n'arrivera pour le régime des talibans, mais d'un autre côté le problème c'est que ces populations n'obtiendront rien quoi. Ouais, c'est une question morale finalement un peu Complètement, sur, ouais, c'est ça. Donc du coup, on vient un peu de parler du fait que l'aide humanitaire pouvait être utilisée par les pays qui la reçoivent pour leurs intérêts propres, et donc du coup poser quelques problèmes moraux. Mais on peut aussi, il y a certaines critiques qui sont faites envers les pays qui sont légitimes à apporter une aide humanitaire. Il y a notamment la Russie, qui a été de nombreuses fois contestée parce qu'elle apportait une aide que, surtout alimentaire à certains pays d'Afrique, dans l'objectif de renforcer leurs liens et donc de renforcer ses positions stratégiques sur le territoire. Donc, est-ce que vous pensez qu'on devrait réagir internationalement et que du coup, parfois, l'humanitaire pourrait pas finalement court-circuiter des États qui sont déjà affaiblis et donc utiliser cette faiblesse de l'État pour implanter un peu son influence sur le territoire? Enfin, comme tout... je veux dire, ça peut toujours être dévié de son intention première. La question du point de vue de la légitimité, elle est, je pense, très importante quand on parle d'aide humanitaire, et c'est très compliqué aussi de savoir, et notamment au niveau international, qui est légitime de dire à quel autre acteur ou quel autre... que faire, selon quelles valeurs. En fait, En fait, la question du point de vue et des valeurs, je pense qu'elle est très importante. En termes d'aide humanitaire, c'est la Convention de Genève, je pense, Oui, tout à fait. Ça, qui en donne les limites et les... Oui, définit ce qu'on appelle le droit international de l'humanitaire, voilà, du coup. c'est ça. Et le statut des civils, tout ça, pendant les conflits. Voilà. Et donc, je pense que... le problème, il vient de leur biais et leur position qui va être subjective par rapport à leur intérêt. Et donc, parfois, ça peut mener des pays à agir en fonction de leur propre intérêt et non en fonction justement de ce qui est décrit dans la charte de l'aide humanitaire et de ce qu'elle doit être fondamentalement. Du coup, est-ce que tu penses que donc, tout ce droit international qui a été développé, il devrait être plus contraignant ou pourrait être amélioré? Bon, je ne demande pas de réécrire tout le droit international, évidemment. Je pense que, par exemple, le Conseil de sécurité de l'ONU, c'est vraiment un frein à certaines procédures. Et ça gagnerait à être remplacé. Alors bien sûr, après, c'est des grandes réformes, etc. C'est utopique ce que je dis et c'est juste une vision des choses. Dans la théorie. À être remplacé par des acteurs qui sont objectifs et qui, objectivement, ont pour but de faire appliquer justement ce droit-là. Et en même temps, la question est hyper compliquée parce qu'il y a une interdépendance avec les États qui donnent de l'argent pour l'aide humanitaire. Et c'est aussi dans les États qu'intervient l'aide humanitaire. Donc on ne peut pas décorréler les deux. Et en même temps, il faudrait trouver un moyen de faire en sorte qu'on tende à vraiment s'appliquer, à respecter le plus fidèlement possible justement ces valeurs définies dans la charte. Oui, ça va en fait rajouter une dimension un peu plus contraignante, peut-être tout en gardant la mission de l'ONU qui est plutôt de promouvoir la paix, donc c'est quelque chose de plutôt positif, mais peut-être une dimension plus contraignante qui
obligerait les États à agir et à pas fermer les yeux ou seulement agir quand ça les arrange, quoi. Ouais. Ok, alors du coup, j'ai une question un peu plus personnelle et moins politique. C'est est-ce que vous, personnellement, vous seriez intéressé pour faire de l'humanitaire? Est-ce que c'est quelque chose que vous y avez déjà pensé ou est-ce que vous connaissez peut-être des gens qui ont pu en faire? Moi, j'y ai toujours pensé, hein. Je me suis dit que c'était... Enfin, à partir du moment où je m'oriente vers plus ou moins les relations internationales, je me suis dit à un moment donné, oui, parce qu'après, ça rejoint voilà, mes billets moraux, entre guillemets, c'est-à-dire que je vais pas me revendiquer être bon samaritain qui cherche la paix dans le monde, mais voilà, voir la quantité de mendiants dans la rue par terre et de me dire, aujourd'hui, voilà, on est dans une situation où il y a des conflits qui sont absolument aberrants et de se retrouver complètement impuissant derrière son écran, avoir les conséquences et les dégâts et des villes dévastées, et de se dire qu'il y a des gens, au moment même où on parle, on est tranquille, nous, dans notre petite ville bien développée, avec des services qui comment dire, nous englobent un minimum. Et je me dis, moi, si j'ai le pouvoir de changer ça, si je m'engage pour le faire, je compte le faire, quoi. Donc je sais pas quelle forme ça prendra, peut-être des missions de terrain, peut-être, pourquoi pas, voilà, aller distribuer la nourriture, aller aider, pourquoi pas, je sais pas, aller faire de l'éducation aussi, aller apprendre. Dans 10 ans, peut-être que moi, à 29 ans, je me vois bien aussi aller essayer d'informer, aller essayer de dire, là je m'envole un peu, mais d'aller dire aux populations africaines qu'elles peuvent avoir un futur, qu'elles sont tout aussi légitimes à se dire qu'elles peuvent, voilà, qu'elles peuvent investir, qu'elles peuvent écrire, qu'elles peuvent apprendre pour se dire qu'elles ont tout à fait le droit aussi d'imaginer un futur dans lequel elles peuvent faire quelque chose qui leur plaît. Et à mon sens, c'est quelque chose d'important, on réfléchit toujours à la chance qu'on a d'avoir grandi comme on l'a fait. Tout à Et fait. c'est avant tout ça, en fait, l'humanitaire, c'est de se dire de penser à l'autre. Je suis assez d'accord. Et ça rejoint ce que je disais sur la question de donner un sens à sa vie quand Oui, on se tout lève à le fait. matin et qu'on fait ce qu'on a à faire, que ça ait un sens. Et sans prendre une position... parce que souvent, c'est ce qui peut être reproché, de prendre une position un peu de supériorité ou de sauveur, etc. Sans parler du tout de cette dimension-là. Juste se rendre compte de la chance qu'on a et de rendre la chance qu'on a eue. Enfin, je peux faire un métier qui fera que j'apporterai ma pierre à l'édifice. Je peux rajouter quelque chose Oui, bien aussi. sûr. Pour un aspect encore très personnel, ça va être court, hein, pour un aspect très, très personnel. En fait, moi, mes parents, ils sont venus en Algérie, ils sont venus d'Algérie jusqu'ici. Ils n'avaient pas grand-chose et moi, j'estime qu'ils se sont battus pour faire en sorte que voilà, je puisse avoir une éducation, que je puisse aujourd'hui être là où je suis, littéralement. Et donc, en fait, il y a cet aspect de, voilà, ils se sont battus, ils ont réussi à donner à quelqu'un d'autre, donc, en question moi, cette chance-là. Donc peut-être à mon tour, en fait, d'aller me battre pour donner, même si ce ne sera pas forcément mes enfants, mais ce sera d'autres, des personnes avec qui j'ai aucun lien au départ, d'aller me battre pour eux aussi, quoi. Parce que peut-être que ça donne un sens, peut-être que c'est ce qu'on recherche au fond de notre existence, quoi, de donner un sens aux choses en allant vers l'autre. Oui, de toute façon, c'est un apport des deux côtés, je pense. Hein. À chaque fois, c'est vraiment un échange, pas que nous qui allons arriver et leur apporter Oui, plein de choses. on Je trouve que c'est apprend des hyper choses. enrichissant. Ouais. Aussi. Pour rebondir sur ce que vient de dire Amine, je voulais justement, enfin c'est très important pour moi dans ce sujet et dans le débat qu'on est en train d'avoir, de justement dire que voilà, ma position elle est peut-être pas aussi légitime que la tienne, justement parce que j'ai pas forcément... c'est plus ancré dans mon inconscient parce que mes arrière-grands-parents sont partis d'Italie pour arriver dans le nord de la France. Et pareil, ils se sont battus pour donner la vie qu'ils ont eue à leurs enfants. Donc, mais je suis pas aussi directement touchée. C'est juste ça que je voulais dire. Ok. Moi, je trouve au contraire que tu as une forte légitimité, justement, puisque c'est toi qui as fait le pas vers Amnesty, du coup, vers l'engagement humanitaire. Aussi jeune, il n'y a pas tout le monde qui le fait. Tu vois, donc, à mon sens, il y a une grosse légitimité à dire que tu peux te féliciter, quoi, quand même. Du coup, merci de nous avoir un peu donné votre avis sur ce sujet, du coup, parler de ce que vous feriez peut-être plus tard et de votre sensibilité à l'humanitaire directement. Nous allons maintenant passer à notre deuxième débat, qui traite du devoir d'exemplarité du politique. Okay. Le devoir d'exemplarité est une notion qui est de plus en plus utilisée, mais sa définition est plutôt floue et elle peut varier au fil des différents scandales et discours de politique. Que ce soit les vacances de Jean-Michel Blanquer à Ibiza en pleine crise du Covid, les lumières allumées au ministère de l'écologie, ou encore une plainte pour prise illégale d'intérêt envers le ministre de la Justice Dupond-Moretti. La liste peut être très très longue.
Mais toutes ces affaires médiatisées et qui touchent la plupart du temps à la vie privée de nos politiques et qui sont portées dans la sphère publique interrogent et indignent une part de l'opinion. Et ça montre qu'être politique est finalement peut-être plus qu'un métier, mais plutôt toute une posture et un rôle à incarner. Alors, est-ce que, selon vous, le devoir d'exemplarité, d'abord, qu'est-ce que c'est ? Et où c'est qu'il devrait potentiellement commencer et s'arrêter ? Est-ce que parfois, ça n'irait pas trop loin ou au contraire, on pourrait pousser encore plus loin ? Déjà, pour moi, le devoir d'exemplarité, il a quand même un fond un peu problématique parce que ce qui est l'exemple, c'est ce qui sert de leçon. Et donc, on va demander à des gens qui sont censés nous représenter, donc les politiques, dans la sphère politique et notamment en démocratie, de servir de leçon. Et donc, ça peut s'apparenter à la notion d'honneur de leçon. Et en même temps, on va quand même demander aux politiques de nous rendre des comptes, notamment quand on apprend qu'eux-mêmes enfreignent la loi, on est offusqué parce que, par essence... On estime qu'ils devraient encore plus respecter la loi qu'eux-mêmes sont censés faire appliquer. Donc je trouve que c'est une notion qui est hyper ambiguë parce qu'à la fois c'est naturel de demander à ceux qui nous représentent de rendre des comptes et en même temps il y a cette notion d'être parfait. Ouais, il y a un paradoxe. Du coup les frontières sont hyper floues. Oui, je rejoins totalement ce que Lou dit. En fait, vraiment pour pas lésiner sur le sujet, on a un gouvernement qui nous demande de travailler tout le temps, qui ne nous lâche pas la grappe littéralement, mais qui derrière se permet d'aller à Ibiza la veille de la rentrée sans avoir posté le protocole sanitaire, alors même qu'on est en situation de Covid encore, qu'on a un ministère de la transition écologique qui reste allumé toute la nuit et qui brille plus que la Tour Eiffel, qu'on a des hommes politiques qui dînent au Lobster à plusieurs, à je sais pas combien, alors même qu'on est toujours en crise sanitaire et qu'on ne parlera pas de la situation économique du pays pendant ce temps-là. Mais en fait, oui, ça rejoint la question de la responsabilité. C'est que, en fait, c'est comme pour un influenceur. À partir du moment où un homme politique il décide de se lancer, un homme ou une femme d'ailleurs, même si, à mon sens, les hommes ont plus de choses à se reprocher dans la matière ces derniers temps. En fait, ils ont une responsabilité puisqu'ils ont une communauté, en fait. À partir du moment où ils se lancent en politique, il y a des gens qui les suivent et qui savent que des gens vont les suivre. Ils ont une communauté, ils doivent la tenir et ils doivent, entre guillemets, leur montrer l'exemple. Ils ne peuvent pas se permettre de dire je fais ce qui me plaît parce que je reste un individu qui peut parfois céder à la banalité du mal et faire des choses qui ne vont pas plaire. Mais entre guillemets, à un certain degré, non. Puisqu'en fait, c'est des gens qui sont soit élus de la nation, soit à des fonctions qui sont vraiment fondamentales pour le bien-être de notre pays, le bien-être de notre société. Et derrière, on a ces comportements-là qui en fait nous poussent à croire que on est face à des gouvernants qui se préoccupent pas réellement de notre situation. Ok, donc pour toi, il doit vraiment avoir une position d'exemple, donc de modèle. Oui, alors pour relativiser mon propos, c'est pas tous pareils. Il y en a qui se comportent très bien, il y en a qui sont droits dans leurs bottes. On va pas non plus les diaboliser. Mais quand ça retentit, la presse amplifie bien sûr, mais quand ça retentit, quand ça parvient à nos oreilles, alors même que, je sais pas, moi j'ai l'impression depuis 2019 qu'on respire plus. Surtout en tant qu'étudiant, c'est vraiment compliqué. Et d'avoir ces discours de il faut continuer à travailler, il faut continuer à bien se comporter, à traverser la rue pour aller chercher du travail, à bien faire en sorte de rester droit dans ses bottes et de bien montrer l'exemple. Et que derrière, on a des politiques qui en fait ne le font pas. Oui, forcément, ça crée un problème, ça crée des désaccords. Et d'ailleurs, on le voit, la société est très énervée par ça, à juste titre. Pour contredire un petit peu, montrer nos positions à ce que tu viens de dire, pour certains, cette vision du devoir d'exemplarité, ce serait une logique un petit peu trop élitiste, dans l'idée que si on est en démocratie, en fait, on demande finalement à nos gouvernants d'être les plus proches possibles. Ça revient un peu à ce que tu disais, Lou, tout à l'heure. Donc, de se comporter en égaux par rapport à nous et de juste seulement être nos représentants. Donc, est-ce que vous ne pensez pas que ça risque, en ayant autant de requêtes envers eux, est-ce que ça ne les déconnecterait pas des citoyens normaux ? Si, parce qu'en fait, pour moi, ça... Enfin, ce que tu as dit, Amine, je suis entièrement d'accord avec ce que tu as dit. Et d'un autre côté, je vois aussi le revers de la médaille qui est de demander à ce qu'il se place en supérieur. En fait, je pense que la question de fond du débat, c'est est-ce qu'on fait de la politique pour le fond ou pour la forme ? Et pourquoi ? En fait, je pense que la question, elle est liée à la surpersonnalisation aujourd'hui de la politique. Et donc, on va demander à ce que la forme soit hyper lisse et hyper pensée. Et donc, ça déconnecte un peu
de ce pourquoi on fait de la politique, c'est-à-dire se battre pour des idées et des choix et des évolutions de la société, etc. Et donc c'est aussi la question de l'incarnation du pouvoir et de la personnalisation, je pense, qui va pousser à cette demande d'exemplarité. Et c'est un cercle vicieux parce que ça va donc, selon moi, continuer de creuser le fossé entre les représentants et les représentés, parce qu'il y a justement cette dimension un peu professorale de se poser en exemple, en fait. Et puis en plus, souvent, on observe un peu une double dynamique dans l'idée qu'on en demande plus finalement aux politiques, donc d'être plus experts sur les sujets, de ne pas faire d'erreurs, être assez irréprochables sur ce qu'ils défendent. Et en même temps, si on regarde tout ce qui est statistique, il y a quand même une distance qui se fait vis-à-vis du politique. Enfin, on s'intéresse un peu de moins en moins aux politiques. Donc en fait, il y a une baisse un peu de l'intérêt en général des citoyens, mais en même temps, on leur en demande plus. Est-ce que du coup, vous pensez que c'est légitime de devoir en demander autant, tout à côté? Est-ce que nous, on s'investisse moins dans leurs projets, que ce soit dans les partis politiques ou lors des élections? À mon sens, donc du coup, pour aussi rebondir sur l'opposition d'avant, que je trouve très juste, en fait, on ne demande pas à nos représentants de se comporter comme des grands seigneurs. On leur demande d'être responsables. Et en fait, c'est peut-être en étant responsable qu'on va se sentir plus proche d'eux, à un certain degré. Finalement, en fait, on voit que ce sont des humains. On voit les débats à l'Assemblée, quand ils s'emportent, ils ont des enfants, une femme, ils ont des goûts, des préférences. Voilà, en fait, ils sont, dans les faits, très proches de nous, puisqu'en fait, on se ressemble. Ils ont des fonctions, certes, qui les placent à une catégorie radicalement différente de nous, mais en fait, on est pareil. Et c'est plus cette attitude qu'ils adoptent, parfois de manque d'égard, en fait, vis-à-vis de nous, en fait, puisque c'est plus un comportement de grand seigneur. Je le vois plus dans le manque de respect, par exemple, de laisser un ministère allumé toute la nuit et de se dire que, vas-y, peu importe, c'est pas une nuit qui va nous coûter 1 degré de plus au réchauffement climatique, ou de tarder à publier un protocole sanitaire. C'est justement ce genre de comportement-là, à mon sens, qui risque d'énerver la population. Et en fait, de ne plus ressembler à la population, je ne dis pas évidemment que la population est exemplaire. Enfin, voilà, on est tous différents, on a tous des comportements différents. Mais en restant responsable, en évitant aussi de se prendre pour une élite, ce qui pourrait du coup contredire ce que je dis, et ben là, forcément, on se sentirait plus proche d'eux et peut-être qu'on tendrait plus l'oreille vers ce qu'ils cherchent à nous dire aussi. Donc voilà, à mon sens, c'est plus ça. Ouais, qu'ils soient finalement plus cohérents entre ce qu'ils veulent défendre et oui, voilà, c'est ça. Parce que en fait, Lou parlait de la forme. C'est vrai qu'on s'attache beaucoup trop à la forme des discours et des débats aujourd'hui. Peut-être qu'on prête moins oreille au fond, ce qui expliquerait aussi l'abstention qui grimpe massivement ces dernières années, ce qui expliquerait aussi une dépolitisation d'une grande partie de Français actuellement. Et en fait, c'est ce qui les embête. On entend souvent, oui, mais ils sont tous corrompus et ils ne nous respectent pas, ils ne nous représentent pas. Peut-être que justement, le problème de l'attitude, c'est par l'attitude qu'on peut le régler, en fait. Je vois ça comme ça. Ok. Du coup, tu viens justement de dire que beaucoup de Français, des Français, pensaient que la plupart étaient plus ou moins corrompus. Donc justement, en étudiant un petit peu le sujet, j'ai vu que, selon les statistiques, 69% des Français jugent que le personnel politique est plutôt corrompu. Oui. Donc ce qui participe forcément à la déconfiance, et 69%, je trouve ça énorme. Oui, c'est gigantesque. Donc pour cela, il y a plusieurs mesures qui ont été mises en place, plus une dimension maintenant sur la vie privée aussi. Donc est-ce que vous pensez qu'on devrait davantage s'intéresser du coup à leur vie privée, que au nom du fait que ce soit leur vie privée, on devrait séparer ça de leur rôle politique? C'est justement, tu parles de responsabilité, et je pense qu'en fait c'est hyper important de remettre cette notion. Plutôt que d'exemplarité, en fait, une forme de responsabilité, c'est ça qui serait vraiment attendu. Un peu comme pour être exemplaire, mais de manière humble, et de ne pas être exemplaire dans l'idée de donner une leçon. Et justement, je pense que la responsabilité, elle ne pourrait être effective que si justement cette notion de la vie privée, elle reste quand même assez de côté, à part peut-être quand ça met un pied dans des affaires qui sont judiciaires et qui mettent en cause les politiques au niveau de la justice, parce que comme chaque citoyen, il y a certaines fonctions qui ne sont pas possibles d'être exercées avec un casier judiciaire, donc ça devrait s'appliquer de la même manière. Mais en même temps, pour revenir à cette question du fond et de la forme, je pense que parfois il y a trop de vie privée qui est mêlée aux politiques et aux affaires politiques, et que ça tendrait un peu à nous faire nous
désintéresser des vrais débats et surtout à faire perdre la confiance de la population qui est déjà en train de plus en plus être perdue, comme le chiffre que tu venais de donner. Ouais. Donc, du coup, pour prendre un exemple concret un peu de ce que tu dis, d'une affaire qui a été assez polémique et médiatisée. Du coup, on va parler de l'affaire Quatennens. Donc, pour rappeler rapidement, c'est le député de la France Insoumise qui a reconnu avoir giflé son ex-épouse et qui a ensuite affirmé se retirer de son poste à l'Assemblée nationale. Donc, c'est un peu un exemple d'un politique qui a, selon moi, utilisé ce devoir de l'exemplarité, qui l'a revendiqué et donc utilisé pour le tourner plus ou moins à son avantage. Il a notamment été applaudi par une partie de son parti pour son honnêteté et son sens du devoir. Donc, est-ce que vous pensez que ce n'est pas un peu trop facile d'utiliser le devoir d'exemplarité de ce sens-là, ou est-ce que vous pensez qu'au contraire, il a eu raison, il a pris ses responsabilités Comme je viens de le dire, à partir du moment où il y a certains casiers judiciaires qui font que certaines fonctions ne peuvent pas être exercées, je pense que pour les fonctions politiques, c'est encore plus exceptionnel, la question justement du casier judiciaire. Alors là, le truc, c'est qu'il risque de très compte qu'il y a encore la présomption d'innocence, en fait. Voilà, à partir du moment où il n'y aura pas eu le jugement, ouais. Il sera encore sur la présomption d'innocence. Donc, en fait, il l'a fait de sa propre volonté. Alors là-dessus, donc, pour revenir aussi à ce que vous disiez toutes les deux juste avant, j'ai calé une rêve de sociopo, mais c'est mon plus grand plaisir. Mais Bernard Manin parlait d'une démocratie d'opinion, et donc le fait qu'en fait les médias, c'est l'empire aujourd'hui, c'est l'empire dans Star Wars, en fait ils contrôlent absolument tout, ils sont présents, et donc en fait la question de la vie privée pour les politiques devient parfois une affaire d'État, en fait, parfois. Et donc je pense que ça va pas diminuer dans le temps, ça va augmenter aussi, donc Là-dessus, en fait, on peut compter sur le fait que les gens réagiront, puisque ça va aussi avec une personnification du pouvoir, avec le fait qu'on doit s'intéresser à la vie de l'homme, puisque l'homme, maintenant, c'est sa politique. En fait, on ne différencie plus les deux, à mon sens. Oui, tout à fait. Donc, pour revenir sur l'affaire Quatennens et le devoir d'exemplarité, moi, je pense que c'est un peu trop facile, à mon sens, d'invoquer l'exemplarité là-dessus. Après, voilà, je pense que s'il était resté aussi député, ça aurait aussi fait du bruit dans le sens de se dire, bon, il a reconnu des violences conjugales et il se présente toujours là. C'est un peu... Après, je crois qu'il a continué de siéger, mais c'est juste... ouais. Il n'était plus dans le groupe, il est sorti de Voilà, son... c'est ça. Mais il continue de siéger à titre individuel, indépendant. C'est ça, ouais, ok. Donc il y a quand même une mise en retrait plus ou moins importante. Volonté de... Okay. Et en soi, je pense qu'il ne faut pas oublier le fond de l'affaire, qui est qu'il y a eu une agression, et que ça, c'est, à mon sens, au moins, voire même plus important que le fait qu'il ait eu l'honneur, entre guillemets, de se retirer un peu. Et de toute manière, la vie privée des politiques et des personnalités influentes en général n'échappera plus à la population. Et donc là-dessus, il y a toujours une décision à prendre, et elle sera forcément commentée, qu'il ait décidé de se retirer ou pas. Il n'y aura pas forcément de bonne réponse. Voilà, c'est ça. Donc c'est à mes yeux ce que je pense. Du coup, tu parles des personnalités publiques en général. Donc, du coup, pour conclure un petit peu le débat, je voulais vous demander, est-ce que vous pensez qu'il y a un devoir d'exemplarité qui existe dans d'autres professions ou d'autres statuts ? Est-ce que vous pensez que ça ne touche que les politiques, ou au contraire, d'autres personnalités publiques sont aussi touchées ? Mais je trouvais qu'en regardant un peu la question, je trouvais que ça me faisait penser à pas mal de débats autour de la question de séparer l'homme de l'artiste. Et donc séparer l'homme du politique, justement avec cette dimension de la vie privée et de l'exemplarité au sein de la vie privée. T'as le même avis, parce que du coup, ils n'ont quand même pas les mêmes fonctions, peut-être moins le même sens des responsabilités, donc est-ce que tu es sur la nuance C'est là qu'il y a une nuance, parce que quand on est politique, on prétend à des fonctions qui sont complètement différentes de celles d'un artiste et qui touchent à des affaires publiques. Et donc, bien sûr qu'il y a une autre dimension, mais ça me faisait penser quand même à cette problématique-là. Ok. Toi, ça te pense... Moi, l'exemple qui me vient en tête pour alléger un peu la chose, c'est ceux des influenceurs ou des youtubeurs, en fait, par exemple. J'y ai pensé aussi. Ouais. Aujourd'hui, pour le citer quand même, on peut parler de Squeezie qui a 18 millions d'abonnés, qui est le youtubeur le plus suivi de France, et donc qui est là depuis 10 ans, qui a quand même une sacrée légitimité, et qui a dû lui-même faire face à plein de sujets controversés. Il a lui-même invoqué cette idée de responsabilité et le fait de devoir se comporter et d'utiliser le politiquement correct, même si ça lui plaisait pas, parce qu'il a une communauté et il sait qu'il peut y avoir des dérapages derrière. Et ça peut paraître injuste de se dire il y a des gens dans ma communauté qui se comportent mal et c'est à moi de les assumer. Et c'est tout l'enjeu de la question, selon moi. Et
Et le fait de se dire que c'est peut-être là aussi, à notre époque, je précise bien, tout l'enjeu de la politique, je pense. Ouais, peut-être. La En forme. fait, ils sont en fait. plus ou moins responsables de ce qu'ils disent et donc de comment ça sera interprété ensuite. Ouais. Et pour le coup, au niveau de la vie privée, là, c'est d'autant plus important. Ah Enfin, je veux oui. dire, parce que les Mhm. politiques Tout à fait. n'ont pas comme sujet leur vie privée, alors que pour les influenceurs, parfois, Oui, ça c'est peut être le cas. carrément ça, ouais. Et donc, Mhm. ça va être une exemplarité qui va être demandeuse à tous les niveaux de Mhm. la vie des Ok. influenceurs. Ouais, Donc, finalement, ça totalement ne concerne d'accord. pas que les politiques, on est d'accord. Ouais, Et à partir du moment où je pense qu'il y a un rôle public qui est assez médiatique, il faut qu'il y ait. Oui, c'est ça. Bah oui, en fait, c'est ça. Une qu'ils fois soient qu'il y a une responsables et exposition- conscients Mhm. de leur, Mhm. du poids qu'ils ont dans leurs actions et dans ce qu'ils disent Mhm. aussi. Oui, c'est ça. En fait, que ça leur déplaise ou pas, aujourd'hui, on Oui. n'échappe plus aux médias. C'est ça. C'est ça. Tout à Surtout fait. quand on est une personnalité publique. Bon, bah, je pense qu'on a plutôt bien parlé autour de cette question et on a ouvert plusieurs portes sur ce sujet. On va donc passer à la toute dernière phase de ce podcast. C'est la petite partie recommandation et promotion d'associations. C'est comme vous le voulez. Ok. Qui veut commencer ? Je t'en prie, Lou. Bah, moi, je tenais à parler des 10 jours pour signer qu'on va organiser avec Amnesty en décembre. Donc, c'est une campagne qui est très importante. Ça existe depuis 2001, donc maintenant, ça fait 22 ans. Et donc, c'est chaque mois de décembre, en fait, c'est la campagne des 10 jours pour signer. Et c'est la plus grande campagne de défense des droits humains au monde. Et on va l'organiser dans l'ensemble de l'IEP à notre échelle. Ok, En décembre. super. Génial. Voilà. C'est tout ? Ok, à toi. Ce que je voulais dire. Ah, Mine, Ok, c'était un truc. moi, voilà, toujours les rencontres. Donc, on reviendra en novembre, si je dis pas de bêtises, 2 conférences, donc, dont une qui, je vais pas vous dire de qui il s'agit, n'a pas le droit, un mais petit teasing, Ok. dont une qui sera, si jamais elle se réalise, sera totalement massive. Mon dos en stresse déjà au moment où j'en parle. Ok. Mais donc voilà, évidemment, j'en fais la promotion parce que voilà, gratuit, n'importe qui peut venir, même les extérieurs. Donc voilà, ce sera probablement fin novembre. Super. Donc voilà, n'hésitez pas et on vous tient au courant. Nous arrivons déjà à la fin de ce podcast. Merci beaucoup à vous d'avoir échangé sur les différents sujets, d'avoir donné vos avis. C'était vraiment super intéressant. Merci à Merci toi à pour toi, nous avoir ouais. invités. C'était très sympa, C'était très trop cool. enrichissant aussi. Oh, super. Du coup, j'espère que ça vous a plu aussi, chers auditeurs et chères auditrices. Merci beaucoup déjà pour vos retours sur le premier podcast. Ça m'a fait super plaisir et n'hésitez pas à encore plus nous suivre et à partager au maximum. Et donc, je vous dis à très bientôt. Salut! Au revoir.